PDS. Avant le meeting de la jeunesse PDS, lorsqu'on parlait d'amnistie, cela tombait des oreilles des sourds. Ça n'intéressait personne. Ça n'intéressait ni moi, ça n'intéressait ni ceux qui sont. Et vous avez vu que tout le moment qui est ministre dans leur gouvernement a osé dire même qu'il n'y a pas de prisonniers politiques en Côte d'Ivoire. Alors, à un moment, il n'y a pas de prisonniers ici, il n'y a pas de lieu puisqu'il n'existe même pas. Donc, on est dans ce développement, on est dans ce déni des réalités de ce pays-là, lorsque on a organisé la marche de la jeunesse au niveau de Togo. Cette marche a été pour nous un test. Cette marche a été pour nous l'occasion de démontrer à l'Union nationale que ce n'est pas une boutique de personnes qui s'agitaient, notamment la libération des prisonniers, mais c'est l'ensemble des Ivoiriens qui demandaient la normalisation du territoire. Et la réussite de ce meeting a obligé le gouvernement à revoir ses positions. Là où le gouvernement disait qu'il n'y avait pas de prisonniers politiques, le gouvernement, à travers le chef de l'État, a été obligé de prendre une loi d'amnistie. Bon, même si on sait que cette loi n'a pas respecté toutes les règles en la matière, ils ont été obligés, mais ça c'est normal, c'est leur comme ça. Ils ne savent rien faire dans la légalité. Ils ne savent rien faire dans le droit, ils ne savent rien faire qui soit normal. Mais toujours ils ont été obligés, après le succès de meeting du 28 juillet 2018 à Yopougon, de des mesures d'élargissement pour nos prisonniers. Les prisonniers dont on déniait même l'existence. Les prisonniers dont on déniait même l'existence, ils ont été obligés de prendre des mesures pour les libérer. Et il faut saluer cette libération. Parce que aujourd'hui, à travers la libération de Simon Gbagbo, à travers la libération de près de 800 personnes, quand bien même certains étaient déjà en liberté, à travers cette libération, à travers l'abandon de toutes les charges qui pesaient contre ceux-là, c'est la redistribution, c'est le rééquilibrage du jeu politique qui s'est opéré. Parce qu'on était en situation défavorable. On était en situation où les maires étaient soit éloignés, étaient soit emprisonnés. On était en situation où toutes nos activités étaient brimées. Toutes nos activités étaient occupées et on était dans l'incapacité d'agir et de parler au nom du peuple. Mais aujourd'hui, la situation a changé. Et cette situation qui a changé là, c'est le fait de votre mobilisation. C'est le fait de votre mobilisation. Parce que 7 ans durant, vous avez parlé, vous avez dit les mêmes choses, vous avez résisté. Même lorsque vous étiez opprimé, plutôt, vous avez fait front dans la dignité, dans la conscience. Vous avez plié quelquefois, mais vous n'avez jamais rompu. Et le FPI qui était calomnié, le FPI qui était martyrisé, le FPI qui faisait l'objet de tous les outrages possibles, aujourd'hui ce FPI est en train de ressusciter. Aujourd'hui ce FPI est en train de se dresser fièrement. Et c'est l'oppresseur qui recule. Parce que ce qui s'est passé, ce n'est pas la magnanimité d'Alassane Ouattara, ce n'est pas sa gentillesse. Parce que tu ne peux pas avoir volé 7 ans de la vie des gens et venir faire jouer les gentils, les bons. Ce n'est pas ce qui s'est passé. Hein. Ce n'est pas le fait de sa magnanimité, mais il y a été contraint. Il y a été contraint par votre mobilisation. Il y a été contraint par votre mobilisation. Il y a été contraint par votre mobilisation. J'insiste là-dessus. Parce que si on avait abandonné Laurent Gbagbo dès 2011, aujourd'hui on ne parlerait plus de lui. Si on avait abandonné la lutte dès 2011, on ne parlerait plus au lieu de lutte. C'est parce qu'on a résisté. C'est parce que quand même ils ont voulu nous intimider en nous mettant en prison, on n'a pas fléchi. C'est parce que quand ils ont décidé de nous théoriser en espérant que la peur nous fasse reculer, nous fasse abandonner nos convictions, on n'a pas cédé à cette peur-là, qui sont obligés de revoir. Cette victoire est la victoire du peuple ivoirien. Cette victoire est la victoire des secrétaires de section. Cette victoire est la victoire des secrétaires de base. Cette victoire est la victoire de chacun des militants du Front populaire ivoirien.
c'est votre victoire. Et votre mobilisation du 28 juillet 2018 a donné du gain à monde à ceux qui pensaient qu'il fallait normaliser la situation politique de ce pays. Aujourd'hui, 68% des demandeurs d'asile en Europe sont ivoiriens. Mais dans un pays où on nous chante à longueur de journée une croissance extraordinaire, dans un pays où on dit que nous faisons partie des 7 économies les plus dynamiques au monde, dans un pays où les Occidentaux ont déversé, d'après eux, des tonnes de milliards censés améliorer les conditions de vie des plus vulnérables. Mais malgré tout ça, les Ivoiriens sont les plus à fuir, les Ivoiriens sont les plus nombreux à fuir, les Ivoiriens sont les plus nombreux à demander l'asile en Europe. Ça a interpellé les décideurs internationaux. Ça a interpellé les décideurs internationaux. Ça les a poussés à mieux voir ce qui se passe dans ce pays-là. Et nos cris ont commencé à faire entendre. Mais si on ne persévère pas, nos cris n'ont jamais se fait entendre. Goutte après goutte, on a réussi à détruire le rocher qui était devant nous. Et ça, c'est à votre œil. Et quand on a lancé le meeting du 28 juillet, tout le monde regardait. Tout le monde nous regardait. C'était un test qui allait permettre de jauger notre capacité de mobilisation. C'était un test qui allait permettre de savoir est-ce qu'ils sont minoritaires ou majoritaires. C'était un test qui allait permettre de savoir l'activité du FPI par rapport à l'opinion. Est-ce que le FPI est un parti qui compte toujours? Est-ce que la voix du FPI est une voix qui est toujours majoritaire? Parce que ça, les gens omettent de le dire. Nous sommes le parti majoritaire en Côte d'Ivoire. Nous sommes le parti majoritaire en Côte d'Ivoire. C'est pourquoi je vous exhorte à ne pas vous complexer. Il faut être fier d'être FPI. Il faut être fier d'être du Front populaire ivoirien. Nous sommes le parti majoritaire en Côte d'Ivoire. Parce que quand je prends le résultat des élections en 2010, à supposer même que je prends le résultat donné par Youssou Bakayoko, à supposer. Youssou Bakayoko crédite Laurent Gbagbo de 46% des voix. Mais il avait face à lui, il avait face à lui Hassan Ouattara, face à lui Vaudier. Tous ceux-là, ils n'ont que 53%. Lui seul, et allait son score. Ça demande que Laurent Gbagbo est l'homme politique le plus populaire de ce pays, est l'homme politique majoritaire de ce pays-là. Et quand tu te regardes de Laurent Gbagbo, tu ne peux pas avoir des complexes. Tu ne peux pas avoir de complexes. Et c'est parce qu'il le savait qu'il utilisait les armes pour effriter son pouvoir, pour dénaturer son pouvoir. Et malgré toutes les difficultés, toutes les embûches qu'ils ont dressées devant lui, ils n'ont jamais pu arracher l'affection, l'amour des Ivoiriens pour ce monsieur. Ils ont tout tenté, ils ont tout essayé. Mais ils n'ont jamais pu enlever dans le cœur des Ivoiriens l'amour pour Laurent Gbagbo. Parce que Laurent Gbagbo était dans la vérité et parce que les Ivoiriens aiment la vérité. Parce que Laurent Gbagbo, les premiers pas de sa gouvernance, il a demandé son attachement aux Ivoiriens. Dès qu'il est arrivé au pouvoir, ses premières mesures étaient des mesures d'augmentation des salaires des Ivoiriens. Les policiers ont eu des salaires augmentés de près de 100 000 francs par policier. Les préfets ont eu des salaires qui ont été doublés et même triplés pour certains. Les magistrats sont passés par un salaire misérable, un salaire prestigieux. Les professeurs d'université qui étaient très mal payés ont eu un salaire explosé. Et ça, c'est non pas vous. Tous ceux qui travaillent aux impôts, au trésor, à la douane, ont vu les émoluments grimper. Il y a eu l'institution d'une prime qui donnait une plus-value à leurs revenus. Et regardez Laurent Gbagbo, quand il vient au pouvoir, il a gouverné en aimant la Côte d'Ivoire, en mettant au sein de toutes ses préoccupations, au sein de toutes ses décisions, l'intérêt supérieur de la nation. Mais quand tu vas Gbagbo, c'est le jour et la nuit. Ouattara, c'est le pinage, c'est le planisme, c'est l'ethnicisme. Ouattara, c'est le chef d'un clan dont il fait la promotion à outrance. Même Oufoué ne s'est pas permis de prendre son frère comme ministre. Ouattara l'a fait. Ouattara l'a fait. Personne dans ce pays-là ne s'est permis de prendre sa nièce comme chargée de communication. Ouattara l'a fait. Elle est chargée de communication de la présidence. Elle est administratrice à l'AIP, à l'AIPI. Partout où il y a
l'argent, elle est là-bas. Dans ce pays, on n'a jamais vu le beau-fils du paysan gérer la filière café cacao. Mais c'est arrivé sous Ouattara. C'est arrivé sous Ouattara. La société Web Fontaine, qui appartient à son beau-fils, a eu l'exclusivité de l'évaluation du déploiement des marchandises, ce qui est une hérésie. Mais c'est arrivé. L'État garantit des prêts accordés à des gens burkinabés, l'État ivoirien, sous Ouattara. Tout ce qu'il fait, c'est contre les Ivoiriens. Tout ce qu'il fait, c'est contre les Ivoiriens. Il excelle dans tout ce qui va nous détruire. Il excelle dans tout ce qui n'est pas bon. Dès qu'il vient au pouvoir, sa priorité, c'est de rénover la prison. Et c'est le premier indice de ce qu'il a monté. Quelqu'un qui prend le pouvoir, au lieu de chercher à augmenter le salaire, au lieu de chercher à augmenter les prix d'achat des matières premières, sa première mesure, c'est de rénover la macaque. Mais parce que son l'objectif principal de sa gouvernance était de vous envoyer à la macaque. Donc il fallait arranger la macaque pour la préparer à vous accueillir. Mais le début était un bon indicateur de la fin. Son programme de gouvernement était de nous emprisonner. C'est pourquoi il a commencé sa gouvernance par rénover la macaque. Son programme de gouvernement était de nous asservir. C'est pourquoi les premiers pas de sa gouvernance étaient de mettre les gens en prison. Il prend Gbagbo au nord, il prend tel endroit au nord, il prend tel endroit en prison, il prend tel endroit en prison. C'était ça. Dès le début de son pouvoir, il nous a démontré qu'il n'était pas là pour rire nous. Parce qu'il ne nous connaît pas. Parce qu'il ne nous connaît pas. Il fallait nous asservir, il fallait nous museler, il fallait nous faire taire par tous les moyens. Et il fallait dérouler un programme qui donnait prime aux intérêts étrangers, qui donnait prime aux intérêts de ceux qui ont tué, de ceux qui ont bombardé ce peuple-là pour qu'ils soient au pouvoir. Voici sa gouvernance. C'est pourquoi Ouattara ne va pas hésiter. S'il faut détruire les partis entiers, il va le faire. Il va le faire. C'est sous son régime-là, c'est sous son régime que les cimetières ont accueilli des vivants en Côte d'Ivoire. C'est sous ce régime-là, on n'a jamais vu ça. C'est sous ce régime-là qu'on peut des déguerpissements en pleine saison des pluies, en pleine période des années. C'est un régime sans cœur. C'est un régime sans cœur. C'est un régime qui méprise les Ivoiriens. C'est un régime qui n'aime pas les pauvres. Et quand Ouattara disait, donnez-moi 5 ans, je vais changer votre vie, il a vraiment changé nos vies. Parce que notre vie est passée d'un peu bien à pire. Notre vie est passée d'un peu bien à pire. L'inscription à l'université qui était à 6 000 francs sur le Gbagbo est tombée à 30 000, 40 000, 60 000. Les prix ont explosé. Le kilogramme de viande a augmenté. De 1300, c'est tombé à 2500. Le gaz a augmenté. Le riz a augmenté. L'huile a augmenté. Le lait a augmenté. Et même quand il finit de nous tuer par le stress à travers ces augmentations, pour même nous enterrer, ça a augmenté. Ça, c'est Ouattara. Il a décidé de nous terminer. Ce qu'il n'a pas pu faire par les bombes, il va le faire par le stress. Et regardez bien les Ivoiriens. J'ai dit ça tous les jours. Qu'une magie, c'est quelque chose comme il depuis des années. Mais maintenant, on dit que c'est ce qui nous tue. Mais ce n'est pas qu'une magie qui nous tue. Mais c'est le stress qui nous tue. C'est le stress qui nous tue. Quand tu es père de famille et que tu es incapable de faire face aux charges de ta famille, tu ne dors pas bien. Et le manque de repos, le manque d'apaisement, la source de tension que constitue ton incapacité à faire charge aux besoins de ta famille se transforme en maladie. Et c'est ça qui est l'AVC. Les Ivoiriens meurent parce qu'ils n'ont pas les moyens de remplir les charges quotidiennes qui leur incombent en tant que chef de famille. Les familles sont destituées. Aujourd'hui, il y a sur les réseaux sociaux. Je suis choqué, bébé Folita. Ça, c'est pas elle qu'on voit, mais c'est l'expression du déclin de la société, de la moralité de la société ivoirienne. Avant, être prostituée,
est une malédiction. C'est quelque chose qu'on cachait. C'est quelque chose qu'on faisait dans le noir, dans les couloirs. Et c'est quelque chose qui ne se pratiquait même pas par les Ivoiriens, mais plutôt par des Ghanéennes. Mais aujourd'hui, les jeunes filles ivoiriennes sont prostituées, elles sont fières de l'être, elles le revendiquent fièrement, elles l'exposent même. Elles recherchent des clients sur les réseaux sociaux. La société ivoirienne est en train de dégénérer gravement. La morale a foutu le camp. La morale a foutu le camp. Sur votre quel scandale nous voyons pas au quotidien. Des élèves qui ont des pratiques sexuelles dans les salles de classe. Les jeunes ivoiriens ont été débridés parce que leurs parents n'ont pas les moyens de s'occuper d'eux. Les ont laissés dans la nature. Aujourd'hui, regardez, dans des familles, il y a des gens qui parlent, on les appelle brouteurs. C'est tout un travail. Ça ne gêne pas des familles. Que les enfants soient des voleurs. Au contraire, on reçoit du fruit de leur vol. On ne s'en cache plus. On ne s'en cache plus. Voler, tuer, piller est devenu normal. Mais je n'accuse pas ces jeunes-là. Mais j'accuse l'État. Parce que ceux qui sont à la tête de l'État ont donné les armes. Quand dans une société, des rebelles qui ont attaqué un régime, qui ont tué Marcelin Yassé, qui ont tué des centaines d'Ivoiriens dans leur sommeil, qui ont tué Ouagadougou, et que ceux-là se permettent de juger ceux qui ont défendu lorsque ceux-là attaquaient, qu'est-ce qu'on va dire aux jeunes qui volent? Qu'est-ce qu'on va dire à ces producteurs? Qu'est-ce qu'on peut dire à Bébé Folida? Le sommet est pourri. Ne demandons pas à la queue d'être vertueux. C'est le mal de la société ivoirienne. On nous a servi des contre-exemples. On nous a démontré que la rébellion est une bonne chose. Que se mettre ensemble, aller prendre des armes, venir tirer sur des gens, les assassiner est une bonne chose. On nous a démontré que là, l'école est inutile parce qu'en faisant une rébellion, tu as plus de chances d'être ministre, d'être milliardaire. Mais quand on finit de démontrer ça, quel reproche on peut faire à un douteur? Ils ont gâté la société ivoirienne. Ils ont pourri la société. Ils ont dénaturé notre société. Ils l'ont déséquilibré. Et ceux-là se permettent de nous juger. Sadi Ouattao, Chérif Ousmane, Djadao, Mouara, ceux-là vont juger de Gobi. Ceux-là ici vont juger les gens. Ceux-là vont juger Fossigno. Ceux-là vont juger Ozil Lodé. Ceux-là vont juger aussi nos militaires, Abidjan, etc. Mais c'est le monde envers. Quand je pense à ce qui se passe ici, je me dis, mais attends, est-ce que ce n'est pas un rêve? Est-ce que c'est normal? C'est le monde en envers. C'est pourquoi au niveau de la JEDS, nous disons, l'amnistie est une bonne chose. Cette amnistie, elle doit être plus exclusive. Elle doit être totale. Elle doit prendre en compte tous les militaires. Parce qu'il n'y a pas eu deux crises post-électorales en Côte d'Ivoire. Il n'y a pas eu deux guerres en Côte d'Ivoire. Il n'y a pas eu la guerre des militaires et la guerre civile. Ces militaires-là ont reçu des autres qui ont été dans le cadre de leur mission régalienne qui était la défense de l'État ivoirien. Cet État-là a été attaqué et devait défendre cet État-là. Donc si Ouattao, si Chérif Ousmane, si Djadao sont promus, nos militaires doivent être libérés et doivent être même promus. Parce que ce qu'ils font est dangereux. On a encore des policiers, on a encore des militaires qui sont là. Est-ce à dire que quand des rebelles ou bien des assaillants vont les attaquer, ils ne doivent pas répliquer? Ils ne doivent pas impliquer. Non. Donc pour nous, la JEDS, quand on va au meeting du 15 septembre à Mono, c'est pour réclamer la libération de tous les militaires qui sont encore détenus. Et cela, ce n'est pas négociable. C'est ce qui est justice.
Et quand on décide d'être magnanime, il faut être magnanime jusqu'au bout. Parce que Ouattara, je ne sais pas comment il est, mais il a du mal à agir de façon juste et efficace. Il s'arrange à toujours diviser les Ivoiriens. En 2002, il y a une attaque, Robert Dou meurt. Robert Dou meurt le même jour. Il organise le procès pour Robert Dei, mais il n'organise pas le procès pour Robert Dou. C'est quelqu'un qui aime diviser les Ivoiriens. Et regardez-le. Il prend les partis politiques, il les divise les uns après les autres. Il prend le FPI qu'il a essayé de diviser. Heureusement que le diviseur lui-même a été jeté. Il prend le PDCI qu'il essaie de diviser. Heureusement qu'il a divisé lui-même ses propres classes. Il va se perdre dans cette classe-là. Il prend le MFA qu'il essaie de diviser en opposant avec de l'argent dessus le fondateur, le président du MFA, Anaki Kobena, à Soumaï Moutaï. Soumaï Moutaï lui-même ne faisant plus l'affaire, on donne une autre personne qui va venir diviser encore un parti qui est lui-même déjà divisé. Il prend leader de Mohamed Koulibaly. Leader de Mohamed Koulibaly. Déjà, ils ne sont pas beaucoup. Ceux-là encore, tu vas les diviser. Il prend l'UPCI de Nyamian Kona. Il les divise. Le seul qui n'a pas encore réussi à diviser, c'est l'UDPCI. Mais je crois que ça va venir. C'est parce que jusqu'à présent, ma vie doit dire oui à tout ce qu'Assad a fait, que son parti est sauf. Le jour qu'il a dit non, l'UDPCI sera divisé. Il a réussi même à diviser le LDR. Il y a les souris, et puis il y a les gens de Amazon, le groupe. Les souris disent qu'il y a le clan des Ivoiriens d'après eux, et puis il y a le clan des étrangers. Bon, ça c'est entre eux. Ça c'est entre eux. Non, ça ne veut pas qu'il y a des étrangers. Donc, c'est pour tout ça que la jeunesse a décidé de tenir ce meeting à Amé. C'est un meeting pour réclamer l'annulation de tous les prisonniers militaires hors de nous. C'est un meeting pour réclamer la réforme de la CEI. Quand on dit réforme de la CEI, il ne s'agit pas pour nous seulement de changer la tête de la CEI. Youssou Bakako, c'est vrai, il est illégal. Youssou Bakako, c'est vrai, il ne mérite plus de diriger la CEI. Parce qu'il a été désigné là en 2010 par le président Laurent Gbagbo pour un mandat de 6 ans qui est non renouvelable. Donc de 2010 à 2016, le mandat de Youssou Bakako est terminé. Donc quel que soit le cas de figure, Youssou Bakako ne peut pas sévir encore à la tête de la CEI. Ça c'est au point de vue légal. Mais au point de vue moral même, Bakako devrait honte de s'asseoir encore à la CEI. En 2010, à moins d'une heure de minuit, sachant qu'à minuit il était faux, on a demandé à Youssou Bakako, mais les résultats tu les donnes quand? Il a dit pas encore minuit. Mais quand tu dis qu'il n'est pas encore minuit, c'est que tu vas donner les résultats avant minuit. À minuit, Youssou Bakako transmet les résultats au Conseil constitutionnel. Et quand il transmet, il écrit: je reconnais que je suis fort pour. Nous avons été incapables de nous entendre sur les résultats. On vous transmet les résultats, c'est à vous de trancher. Le Conseil constitutionnel est le juge des élections. Il tranche en dernier, en ultime ressort. Quand je viens de dire ça, tout est fini. Mais le lendemain matin, le vieux là, il s'est retrouvé à Lagos, dans une petite chambre, dans le QG candidat, pour donner des résultats donnant le candidat à la victoire. Entre nous, même si c'est l'élection du chef de classe, qui va accepter ça? Qui va accepter ça? Et un Youssou Bakako comme ça, comme le monde marche sa tête, d'après le monde s'effondre. Un gars comme ça prétend. Ça ne le gêne même pas d'être encore à la tête de la CEI. Mais Youssou Bakako, c'est une condition sine qua non pour que nous participons au processus électoral. Alors qu'il soit enrôlement, que ce soit l'élection, quelle que soit l'étape à laquelle Youssou Bakako nous convie, le FPI ne sera jamais posé tant que c'est Youssou Bakako. Nous sommes cohérents. C'est quoi quand les gens, vous boycottez tout, mais attends, nous-mêmes nous sommes choqués. Parce qu'eux, ils ne doivent même pas dire ça. Si tous les citoyens se mettent ensemble pour dire Bakako, ton mandat est échu,
et tu ne peux pas être à la tête de la CEI, tu ne peux pas convoquer le collège électoral, mais ils sont obligés de partir. Mais c'est parce que des gens, ces disant grands politiciens, souscrivent aux initiatives portées par Youssouf Bakayoko que Ouattara le maintient encore à la tête de la CEI. Youssouf Bakayoko, c'est l'antithèse de la probité. Youssouf Bakayoko, c'est l'antithèse de la probité. Si la tricherie devrait se personnifier, c'est-à-dire que si on doit mettre une photo devant le thème tricherie dans le dictionnaire, on a mis sa photo. Le monde n'a pas engendré un plus grand tricheur que Youssouf Bakayoko. Depuis l'histoire, même Ponce Pilate, même Judas ne triche pas autant. Non, la Côte d'Ivoire mérite mieux. Et c'est quelqu'un pour qui on a du respect. On espère que lui-même, il va rentrer en lui-même pour savoir que, bon, vraiment, je ne peux plus parce que mon mandat est dépassé. Mais non, il continue dans la bêtise. Il continue dans la bêtise. Il continue dans la bêtise. Nous avons l'impression qu'il est peut-être pris en otage. Il a besoin d'être aidé. Il a besoin d'être stimulé pour qu'il prenne l'adhésion des partis. Et c'est pour ça qu'on fait ce meeting-là aussi. Pour que le monde, les milliers de personnes qui vont sortir, quand ensemble ils vont dire à dehors, il va leur dire vraiment, tu vois, tu me maintiens ici, tous sur les milices des partis, je suis obligé de partir. Voici l'un des objectifs de ce meeting-là. À part la libération des prisonniers militaires qui, pour nous, n'ont pas leur rôle, n'ont pas leur place plutôt en prison, nous voulons obtenir le départ de Youssouf Bakayoko de la tête de la CEI. Parce que nous voulons participer aux élections. Nous avons l'expertise, nous avons les militants, nous avons la stratégie, nous avons un projet souhaité, nous avons un programme de gouvernement, nous avons des candidats. Et il est temps pour nous d'écarter toutes les mairies. On a laissé le RHDP faire, on a laissé le RHPD faire, on a laissé le RDF faire, on a laissé le PDCI faire. Ils ont démonté, ils ont étalé toutes leurs compétences. Il est temps que les professionnels viennent prendre la tête du navire. Il est temps que les professionnels de la politique, les professionnels de la gestion viennent prendre la tête des mairies. Ils ont échoué en tout et ils doivent partir. Mais pour qu'ils partent, nous, en tant qu'enfants des élections, nous réclamons seulement des conditions des élections. Parce que le déferlement que nous préparons va les emporter tous. Et ils n'auront leur santé par la tricherie. C'est pourquoi les jeunes de cette tricherie-là doivent être combattus dès maintenant. La question Youssouf Bakayoko est pour nous un préalable. Bakayoko doit partir. Et qu'il pleuve, qu'il neige ou qu'il vente, Bakayoko va partir. Il sait, nous savons, Ouattara même sait. Ouattara même sait. Donc voici la deuxième raison pour laquelle nous faisons le meeting d'Amour. La troisième raison, c'est pour la mobilisation et la remobilisation. C'est pour la mobilisation et la remobilisation. Nous insistons. Il y a deux mécanismes qui permettent de prendre la tête des pays. Il y a le mécanisme armé et il y a le mécanisme démocratique. Le mécanisme armé, c'est la société du RDR. Ils sont très forts dedans. Ils excellent dans tout ce qui est maniement des armes. Quand Laurent Gbagbo nous apprenait à parler, à réfléchir, à proposer, Alassane Ouattara apprenait à ses enfants, les chefs Ousmane et autres, là, à tirer des calages, des armes, des grenades. Chacun a ses enfants. Et chacun inculque à ses enfants ce qu'il sait faire le mieux. C'est comme nous a appris, c'est parler. C'est comme nous a appris, c'est débattre. C'est comme nous a appris, c'est réfléchir. Et dans ce qu'on a appris, la mobilisation populaire est l'âme la plus véritable. Si à ce meeting-là, nous sommes 15 ou 20, l'opinion va retenir que nous sommes des minorités qui s'agitent. Mais si à ce meeting-là, nous sommes 1 million, au point où le stade d'Agono n'arrive pas à nous contenir, l'opinion va retenir que les partisans de l'Omba sont majoritaires et exigent la réforme de la CEI et exigent la libération des prisonniers militaires qui sont en réalité des prisonniers d'opinion. En ce moment, nous sommes à l'aise de la négociation avec le pouvoir. Nous serons à l'aise lorsque nous allons en tête de la chancellerie.
Parce que quand tu vas dans une société, tu parles au nom de qui? Je parle au nom du peuple. Mais tu parles de quel peuple? Vous étiez 15 ans, ça c'est le peuple ça. Mais quand tu dis je parle au nom du peuple et que tu bandis les images qu'ils ont déjà de ton meeting du 28 à Yopougon et ton meeting du 15 à Nono, oui, c'est vraiment, ils parlent au nom du peuple. Parce que les gens l'ont suivi. Donc c'est de ça qu'il s'agit. Il reste 2 ans à Ouattara pour partir. Il reste 2 ans à ceux qui nous oppressent pour faire bâche. Il reste 2 ans. Vous avez souffert pendant 7 ans. Vous avez souffert pendant 7 ans. Vous avez été opprimé pendant 7 ans. Il reste 2 ans. Dans tous les cas de figure, le s'en va au pouvoir. Dans tous les cas de figure, le RDS s'en va au pouvoir. La seule chose qui peut maintenir encore le RDS au pouvoir, c'est notre inaction. C'est notre défaut de mobilisation. Ce régime est un régime moribond qu'il faut contribuer à faire mourir de sa propre mort. Tout est dans nos mains. Nous avons tous les leviers de la mise en bière du régime moribond d'Alassane Ouattara. Nous avons tous les leviers. Mais notre inaction, notre peur, nos ressentiments, nos émotions, nos calculs peuvent nous faire d'atteindre que nature, il n'y a pas de gardien dans tout. Tout dépend de nous. Si hier tu as souffert, si tu as été choqué du sort qui a été fait à Babou et à sa femme, si tu as été choqué parce que tes amis, tes frères, tes parents ont été mis en prison de façon injuste, si tu as été choqué parce que tu étais dans l'incapacité de nourrir ta famille au point où ta femme a quitté, si tu as été choqué du fait que tu laisses tes enfants dehors dans l'incapacité de pouvoir assurer les charges de scolarité, c'est le moment pour toi de rattraper le temps perdu inutilement par le RD. Il faut avoir un rôle dans la chute de ce régime. Il faut avoir ta place de mouvement qui est en place. Parce que si tu n'as pas ta place aujourd'hui, il ne faut pas t'offusquer du fait qu'en 2020, on dit qu'on ne connaissait pas. Ça, il faut qu'on soit clair. Parce que même Jésus dans la Bible, dans les derniers temps, certains diront Jésus, Jésus, Jésus. Je leur dis, je ne vous connais pas. Mais c'est la même chose en politique. Si tu ne veux pas jouer un rôle maintenant, il ne faut pas demain tu vas venir dire qu'on était ensemble. On va dire on ne te connaît pas. Non seulement Boyu, je te dis, oui, je sais, mais je ne te connais pas. Je connais ton nom, mais je ne te connais pas. Donc c'est le moment de prendre sa part du combat. Et prendre sa part, c'est d'être présent. Prendre sa part, c'est d'être déterminé. Prendre sa part, c'est de ne pas aller sur un meeting, mais de partir au moins 10 personnes. Prendre sa part, c'est retousser ses manches. Prendre sa part, c'est faire du porte-à-porte pour la réussite de toutes les initiatives que nous avons lancées. Prendre sa part, c'est proclamer fièrement son amour pour la Côte d'Ivoire, son amour pour Laurent Gbagbo, partout où on se trouve, sans peur ni faiblesse. C'est aussi prendre sa part. Même quand tu es au Gbagbo et en te promenant, tu es en train d'évangéliser les gens sans le savoir. Parce que ton courage là, ça va pousser sur disons le cycle de la peur. Aujourd'hui, là, il n'y a pas un FSI qui peut faire quelque chose à ici. C'est fini. C'est fini. La peur a changé de camp. Allez faire passeport. Allez-y faire passeport. Allez-y faire passeport. J'ai fait mon passeport il y a 3 semaines de cela. Les gens sont en train de fuir. Mais ils vont où? Ils vont où? La peur a changé de camp. La peur a changé de camp. Donc n'ayons pas peur des gens qui ont peur. Mobilisons-nous. Soyons droits, soyons déterminés et avançons parce que la victoire nous tend les bras. C'est le message que je vais vous porter au nom de quoi Justin. C'est le message que je vais vous porter au nom de Taï Nestor, secrétaire national de la GFPI. C'est le message que je vais vous porter au nom de Sandra Aboudaman, président par intérim du FPI. Au nom de Simone Gbagbo, des surprises vous attendront ce jour-là. Des surprises vous attendront ce jour-là. Des gens que vous n'avez pas vus depuis des années. Des gens que vous n'avez pas touchés.
des gens que vous n'avez pas entendus. Ces gens-là seront peut-être là. Je dis peut-être avec un sourire. Celui qui s'est décrété. Le regard sera. Mais à Dono, il y aura des choses puissantes. Il y aura des choses puissantes. Il y aura des choses puissantes. Je ne connais pas le verset, mais la grande dame avait dit, je dis un peu, elle dit les décrets, les actes qui vous condamnaient ont été révoqués. Voilà. Voilà. Venez à nous. Venez à nous. Merci. Ok, merci Kabata. Le message est lancé, comme il a dit, c'est un message de paix, d'amour, de fraternité, d'unité, mais c'est en même temps un message de mobilisation et de remobilisation. Que chacun mette sa pierre à l'édifice. C'est-à-dire que personne ne va rester en arrière. Alors, le meeting a lieu le 15 à Cocody. Cocody à Nono précisément. Mais Cocody à Nono, dans notre organisation, c'est celui d'une fédération de discussion la fédération a bien la vue. Et donc c'est cette fédération-là qui accueille ce meeting. Comme le groupe a fait la dernière fois, le groupe a mobilisé. C'était une réussite parfaite. Alors là, on nous lance un défi au niveau de la fédération bien la vue. On fait partie de la commune du plateau. Alors, c'est une tournée qui a été organisée par la direction de la GDS pour demander à chaque commune de porter ce message auprès de tous. De sorte à ce qu'à ce meeting-là, nous serons tous là-bas. Donc c'est ce message-là qu'il est venu lancer.